Merci au comité d'organisation et vraiment Claudia et Martine et Valérie et Rose surtout pour toute l'organisation et la mise en place ce matin, etc. Je ne vais pas raconter ce qu'on va faire, ça va être la surprise. Et du coup, je vais commencer. Donc, l'archipel des devenirs a été fondé dans le bureau même d'Étienne en 2013. Et nous avions organisé une première journée d'études sur la question de l'utopie, intitulée « Les lieux du non-lieu », qui croisait philosophie, politique, littérature et science-fiction. Nous nous demandions ce qu'il fallait faire pour fonder un centre de recherche sur l'utopie, et nous avions décidé de commencer par la fondation d'un site internet pour que le monde soit au courant. Dans un premier temps, notre projet consistait surtout à prolonger et à approfondir la manière dont la notion d'utopie a été repensée par les philosophes comme Ernst Bloch et Miguel Abinsour, en la croisant avec nos travaux respectifs sur la démocratie conflictuelle. L'utopie s'entend ici différemment de celle des socialistes utopiques du 19e, non pas comme une réflexion sur la meilleure société, c'est-à-dire une société à fabriquer pour résoudre tous les maux de l'humanité, mais davantage comme une soif du possible, une expérimentation politique étroitement liée à une réflexion sur les imaginaires du possible et les horizons partagés qui nous font nous rassembler, nous opposer et rêver. Ce n'était donc pas les sociétés miniatures se voulant être l'incarnation du futur de l'humanité que nous sommes allés chercher l'utopie, mais davantage dans les mouvements politiques, les pratiques artistiques et la science-fiction. Nous avions ainsi deux chantiers de travail. Premièrement, repérer et repenser les bases conceptuelles de l'utopie, cherchant à penser ses connexions et tensions avec la démocratie dite radicale. Deuxièmement, ouvrir et tester ces bases sur des expériences différentes et mettre en dialogue des disciplines différentes, dans lesquelles la science-fiction a vraiment joué un rôle central, surtout grâce aux travaux d'Alice. Parmi nos moments forts, il y a eu le colloque organisé en 2015 sur le thème de l'utopie et démocratie radicale, avec l'Université de York à Toronto, le Centre de théorie politique de l'Université libre de Bruxelles et l'Université du Québec. Ce qui a permis la publication de 2 numéros de la revue Tumulte. Également, les cycles cinéma organisés avec le service culture à l'Université Paris 7 et par Christiane Fortassin, et animés depuis 4 ans par Alice et Étienne. L'idée est de projeter des blockbusters hollywoodiens, puis de discuter de leur dimension utopique, de leur imaginaire et de leurs nœuds problématiques en termes sociaux et politiques. Nous avons aussi organisé plusieurs autres journées d'études et séminaires de recherche. À la suite de ce colloque en 2014, nous nous sommes quelque peu réorientés. Au-delà de l'étude des bases conceptuelles de l'utopie et ses ouvertures dans d'autres registres d'écriture et de pensée, nous avons commencé à réfléchir sur ce qu'il convient d'appeler des alternatives. Des alternatives en œuvre aujourd'hui qui ont su se détacher des dynamiques dominatrices, réinventer des possibles, établir d'autres coordonnées du commun, refaire un monde. Conjointement, nous ne cherchions pas juste à réfléchir sur les alternatives, mais aussi à voir si et comment notre cadre académique à l'Université Paris 7, comme lieu et comme communauté, pouvait s'ouvrir à cela. Le colloque festival d'octobre 2017, soutenu par la Fabrique du politique, a véritablement ouvert ce chapitre intitulé TAMA, T-A-M-A, There are many alternatives. Il s'opposait au fameux slogan tchatchérien Tina, there is no alternative. À partir de ça, nous cherchions à mettre en œuvre 2 choses. Premièrement, nous voulions créer un espace de partage, de réflexion sur des alternatives concrètes, sans les qualifier ou les circonscrire. Nous discutions des communautés telles que la jungle de Calais, et ce qu'elles engageaient comme question pour les politiques d'accueil, l'hospitalité, la révolution islandaise, les expérimentations monétaires et de monnaie locale, les démocraties directes, les ZAD, l'autogestion et les réseaux de solidarité en Grèce, la science-fiction comme critique politique, etc. En plus de connaître les circonstances, les pratiques inventées et les critiques, nous voulions aussi poser quelques questions générales se situant entre les alternatives, comme une réflexion sur l'alternative elle-même à partir de cet ensemble d'expérimentations concrètes. En quoi ces expériences communiquent? Qu'apprenons-nous sur nos réalités, nos modes d'existence, à partir de ces luttes sur ce qui est possible ou non, à partir de ces déviations de l'imaginaire qui, même dans des circonstances lourdes et difficiles, savent injecter des doses de choix, de surprise, de communauté. Deuxièmement, nous avions l'aspiration, pour reprendre les beaux mots d'Étienne, de refaire de l'université une cité du monde.
Ces mots comportaient une grande ambition, ce qui pour Étienne était une éthique qu'il pratiquait jusqu'à l'épuisement et qui était devenue pour nous une sorte de boussole au sein d'une université française qui s'en écarte de plus en plus, année par année. Concrètement, nous voulions mettre en place un autre type d'espace que nous appelions un colloque festival, marqué par un partage plus informel, par différentes formes d'expression, mêlant les paroles des acteurs, des chercheurs et des artistes, avec des performances, des récits, des projections, une pièce de théâtre et bien évidemment des fêtes utopiques. Avec cette exploration de la forme colloque, nous avions également entrepris une exploration d'écriture collective qui s'est arrêtée avec Étienne, mais qui fut une expérience joyeuse et agréable pour ses auteurs. C'est ce que nous appelions, non sans sourire, le manifeste de l'archipel des devenirs. C'était un abécédaire utopique dont on va lire quelques extraits d'Étienne plus tard. C'était une expérience d'écriture collective que nous avons poursuivie l'année suivante en son honneur, à partir d'une de ses entrées, la Scénopolis, une ville utopique peuplée uniquement par des étrangers qui restent des étrangers et organisent la ville en fonction. Nous avions essayé d'imaginer cette ville ensemble. Quel type de musique, quelle forme de travail, connaît-il des couleurs de peau, quels vêtements portons, quelle architecture, comment se retrouve-t-on, quels rapports sociaux, quelle politique dans une Scénopolis. Nous avions plusieurs chantiers, plusieurs horizons au moment où Étienne est décédé. Nous étions en train de terminer la préparation d'une très belle rencontre dans le cadre du festival Hors-Piste à Beaubourg, dont Camille avait la responsabilité en termes de programmation. Cette édition avait pour titre « La Nation et ses fictions » et nous avions proposé 3 journées auxquelles Étienne devait participer, qui s'intitulaient « Nations alternatives et alternatives aux nations »,« Décoloniser la nation » suivi d'un atelier d'écriture. Étienne, tenait également à la 2e édition du TAMA sur la question d'hospitalité et il avait lancé la demande de financement in extremis en décembre 2017. Nous l'avons en effet organisé en novembre 2018, 3 journées de colloque festival avec le dernier jour un atelier d'écriture sur cette fameuse Xénopolis qui a fait l'objet d'un rendu lors de la fête utopique le soir même. Plus largement, nous étions en train de penser nos activités au-delà de l'université. Commencé en 2013 avec un groupe de doctorants et de doctorantes, ce groupe s'est élargi et a grandi à ses côtés. Plusieurs d'entre nous ayant déjà terminé leur thèse, nous nous apprêtions à des activités hors de l'université et à nous refonder comme association, avec un pied hors de l'université et un autre à l'intérieur de l'université. Ce que nous sommes d'ailleurs toujours en train d'essayer de poursuivre. Cela était lié à un véritable souci du travail réalisé gratuitement au sein de l'université. Préoccupation qui a fait partie de nos dernières discussions avec Étienne. Discussions qui ont été parfois un peu difficiles, délicates, dans lesquelles il était lui-même partagé par ce sentiment de désarroi face à tout ce travail gratuit que nous fournissions alors que nous recherchions et nous recherchons encore des postes. Et à la fois le plaisir de nous mettre tous ensemble au travail en poursuivant les chaleureuses discussions autour de nouveaux projets. Après sa mort, nous avons découvert qu'il était en train de penser à d'autres possibilités sans nous l'avoir encore annoncé. Voilà, je viens de conclure l'introduction qu'on voulait vous proposer pour essayer de vous présenter toutes les activités qui ont été faites et nous l'espérons qui seront à venir dans le cadre de ce collectif de jeunes chercheurs qui est l'Archipel des devenirs. Et on a choisi aussi de vous lire un autre mail qui nous avait envoyé, donc comme vous avez entendu quelques mails qui ont été lus, notamment on voulait vous en lire un qui a été lu hier par Laurent Fleury, parce qu'il évoquait tous les doctorants du moment. C'était un mail qui datait de 2014 ou 2013 et on y faisait tous partie dans ce mail. Comme il a déjà été lu, on a décidé d'en lire un autre. Un mail qui nous semble très intéressant parce que
il montre à quel point la difficulté de persévérer dans l'université et la difficulté de continuer les recherches qu'on est en train de faire dans cette société qui décrit dans ce mail. Donc je vous en lis un petit extrait. C'est un email qui date du 12 janvier 2017. Chère doctorante, cher doctorant, une année assez terrible sur tous les fronts vient de s'achever et comme cette coupure annuelle, toute symbolique, ne change rien au cours des choses, celle qui commence pourrait bien continuer, voire aggraver, tout ce qui a surgi en 2016. C'est pourquoi les vœux que je formule à votre intention, autant qu'à la mienne, vœux de bonheur et de satisfaction, de réussite dans vos recherches et d'accomplissement dans vos projets, sont des vœux convaincus et fragiles, graves et sincères, et spécialement chaleureux. Nos motifs de crainte concernant bien entendu l'allure du monde, que ce soit outre-Atlantique en ce jour où Donald Trump prend ses fonctions, que ce soit en Syrie où les États ont désavoué tous leurs principes en laissant la coalition Poutine-Assad massacrer les populations, que ce soit en Turquie où nos amis et collègues sont pris en étau entre un gouvernement devenu dictatorial et un terrorisme qui n'est qu'un des visages d'une même domination dictatoriale, que ce soit, etc. La liste est hélas longue. Et bien sûr, en Europe où lâcheté et bassesse composent une soi-disant politique migratoire. En France où la justice est devenue l'auxiliaire subalterne de la police, tandis que les prétendus responsables politiques rivalisent d'irresponsabilité dans cette course de sac qui tient lieu de compétition électorale. Nos motifs d'appréhension concernent aussi, de très près, nos conditions de travail au sein même de l'université, au sein de l'UFR, au sein des dispositifs de recherche, au sein de la nouvelle université Paris-Sorbonne, dont les CA de P3, P5, P7 et P13 viennent d'entériner la création. La politique gouvernementale qui fut à l'origine de la rapide et efficace détérioration des structures universitaires de recherche et de formation va prochainement trouver son débouché avec ces dommages qui ne sont plus collatéraux, mais axiaux. Vous allez devoir affronter cela. Je le regrette pour vous. Postes éliminés, budget réduit, compétition accrue sur un mode ni rationnel ni scientifique, conditions de recrutement et d'emploi dégradées, etc. Si ce n'est plus pour les privilèges autrefois réservés à la pensée et à la science que vous travaillez, au moins allez-vous pouvoir maintenant travailler contre la politique qui les détruit. On travaille peut-être aussi bien ou mieux contre que pour. L'important est de travailler à ce qu'on croit et de croire à ce que l'on fait, de le faire avec passion et conviction, de rester convaincu de la valeur d'une pensée quand celle-ci est la sienne et qu'elle a été élaborée par enquête et confrontation avec d'autres. Sachez vous disputer. Vous vous reposerez quand vous aurez plus que mon âge. J'ai moi-même encore quelques disputes en vue. 3 petits points. Sachez inventer, vous libérer des carcans de pensée, voir autrement, faire autrement. Soyez ou devenez alternatifs et divergents. Les générations au pouvoir détruisent le monde, vous aurez à le rebâtir autrement et joyeusement. Je nous souhaite de pouvoir faire de 2017 une belle année riche d'alternatives, Étienne. Voilà, donc ça vous donne aussi un peu le ton et l'atmosphère dans lequel on pouvait être avec Étienne quand on recevait aussi ces mails pour poursuivre notre travail avec lui. Dans une certaine mesure, ce que l'on appelle la réalité n'est qu'un souvenir. Plus précisément, ce que l'on comprend comme le sens de la réalité du monde et de tous et toutes ceux qui y habitent n'est qu'un souvenir. Souvenirs, en pluriel dans ce sens. Comme si cette dimension énorme qui est derrière deux titres de réalité, dimension aussi ambiguë que concrète, parfois vide, parfois lourde, ne s'avère que comme les produits jamais achevés d'un travail de composition, d'ailleurs collectif, d'un espace tissu par les thèmes des autres, par les rencontres et les distances que ceux qui ont transformé sa mythogénité en un lieu partagé, en amitié peut-être. Les communs du monde va ainsi au-delà de la spatialité, du fait d'être dans les mêmes endroits et de partager les mêmes sols, soit celui des terres, d'asphalte ou des unes et sérieux.
Les communes arrivent par une sorte d'inspiration qui est invoquée chaque fois que la vie ensemble prend justement lieu. Grâce à cette temporalité humaine qui l'habite, une vie qui devient humaine dans l'essence radicale du monde, moi pour le fait tragique d'arrêter d'être entre nous, entre les nus communs que ça évoque, qui porte la possibilité de faire partie d'un souvenir collectif qui la compose. L'articulation du monde commun, nous dit Étienne, réside dans la possibilité de signifier la vie ensemble comme une vie humaine, c'est-à-dire comme une vie avec un sens humain grâce à un processus qui est fait par la politique, fait par l'action. Les communs du monde, que l'on peut aussi penser comme l'humain du monde, ne s'avère ainsi que par un acte de révélation ou d'apparition de ce qu'Arendt comprend pour l'équipe, vers ceux qui ont eu la fortune d'être là d'une ou plusieurs manières. On se montre, on apparaît, et comme ça on met en jeu notre transcendance mortale au concert des impressions toujours partielles, c'est-à-dire toujours au-delà de notre volonté, de notre intention, de notre contrôle. On se met en scène. On s'introduit dans cette sphère confectionnée par la collection de traces et d'empreintes qu'on laisse, non plus naturellement, mais humainement derrière. La création de sa réalité se tourne ainsi la composition de sa réalité. D'un quelqu'un pluriel, d'un tous un, comme on dit, un autre tiens là aussi, qui donne une signification partagée et collective à la modulation de la vie qui devient une vie ensemble. Une composition fragmentaire comme des collages, où les empreintes que laissent se collent et se mélangent dans une composition chaque fois unique, chaque fois différente et inscrite déjà dans les tomes de chaque communauté, que chaque communauté a pour les siens. Un thème qui devient ainsi mémoire à partir de la circulation de ce son, grâce à la hospitalité des souvenirs et comme une sorte de mise en jour de la pluralité qui les habite, qui les compose et qui les permet de réapparaître comme les trésors non plus perdus. Nous vous invitons maintenant à faire partie de cette circulation et à la confection de ces collages de Saint-Étienne pour partager quelques anecdotes et quelques passages. Bon, c'est bon? Je vais commencer avec ce partage pour partager ma première scène avec Étienne. Il s'agit d'une scène en fait, qu'on peut appeler de scénopolitique, dans le sens de la scénopolis, que c'est l'entrée qu'Étienne a fait dans les abécédaires de l'archipel de l'Utopie. Et tel comme dans la scénopolis, on avait vécu avec Étienne par quelques minutes dans les coordonnées utopiques de cette ville dans laquelle il y aurait des étrangers et d'autres pas. Cette ville où il importe moins d'être ou de ne pas être l'étranger de l'autre que de l'être de soi-même, afin de pouvoir se mettre à la place de l'autre qui est lui-même un étranger à soi. Bon, je vais un peu personnifier un peu les dialogues qu'on a vus. C'est mon premier dialogue avec Étienne, en fait. Un peu de contexte, je viens d'arriver en France et je connais Étienne qui par mail. Bon, c'est moi qui commence. Bonjour, monsieur Étienne Tassin. Je m'appelle Juan Pablo. Un petit contexte, à l'époque, je n'ai pas parlé français. Hein? Et donc, la chose que je fais comme méthode un peu bête, c'est essayer d'écrire tous les dialogues dans un papier et les mémoriser. Donc, j'ai toujours un dialogue imaginaire avec quelqu'un d'autre et j'essayais de les mémoriser et arriver avec ce plan. J'ai jamais réussi. Donc, ça, c'est la ligne que j'avais préparée. Bonjour, monsieur Étienne Tassin, je m'appelle Juan Pablo. Et Étienne m'a interrompu, il m'a dit Yañez. Juan Pablo Yañez. Oh, quel plaisir, comment ça va? C'est quand que tu es arrivé? Comme à Télévol, ça s'est bien passé? Et on s'est pu tout ailleurs, hein? C'est la chose qu'il m'a dit. Et j'ai compris vraiment rien. Donc je dis, moi, ah oui, ça va, parce que j'ai arrivé en décembre. Ah, pardon, très récemment. Que je ne sais pas parler encore toujours français, je suis désolé. On peut parler en anglais? Y Étienne me dit, nosotros podemos hablar en español, no se preocupe, el francés arribará, no difícilmente, no hay algún problema. Cuénteme a mí cómo está, dónde usted vive.
Y c'est moi qui réponds, muchas gracias, no sabes lo fácil que esto es en mi vida. Yo siempre he querido hablar con usted en un diálogo fecundo. Yo vengo de llegar, y dans ce moment-là, je veux que Étienne me regarde avec un visage d'incompréhension absolue. Mais complètement différent, ça c'est une chose importante, complètement différent des visages parisiens. Et que je sais que tous les migrants comprennent les choses que je veux dire. C'est pas les visages parisiens de l'incompréhension linguistique, c'est un autre visage. C'est comme... Il s'est bien amusé, c'est ça la chose. Et Etienne me dit, I think my Spanish is not there yet. My English is not so good either, but you can speak to me in Spanish if you like. Non, c'est lui. Et je lui dis, okay, sorry, the Chilean is his own language, kind of Spanish if you like, but 3 times faster. Et Etienne me dit, haha, c'est vrai, j'ai un ami chilien, plusieurs en fait. Est-ce que tu connais un... Il s'arrête et me dit, pardon, sorry. Et moi je dis, no, it's okay, I understand. Et Etienne dit, ok, comme je disais, tu peux prendre tous les thèmes que tu as besoin pour t'acclimater en France et dans les labos, et comme tu veux. Et je dis, moi, merci. Et dans ce moment, c'est Federico qui arrive. Je ne sais pas si tu te souviens. Et Federico comprend un petit peu la situation. Elle commence à parler, se présente en espagnol, et on commence à parler de ma mémoire, et tout sur l'aventure et tout ça. Et Etienne est en train de dire, ouais, il faut partir. Et Etienne me dit, salut Juan Pablo, bienvenue à Paris 7. Et je dis, merci beaucoup, professeur. Etienne réplique, et con quién pasa la Navidad? Avec qui tu passes Noël? Il me demande. Et je réplique, I don't know yet. Et Etienne me dit, si tu veux venir chez moi. Hein? Je dis, moi, merci. Mais j'ai des amis ici. Et Etienne me dit, Nice. Et ma thèse, c'est sur l'amitié, en fait. Je travaille ça. À Nice. C'est bon d'avoir des amis. Mais ça, c'est mon problème. Je sais pas. Bon, c'est à moi. Oui, j'avais juste envie aussi d'évoquer une petite scène qu'on avait avec Étienne. En fait, c'est la dernière fois qu'on a vu Étienne. On était en réunion Archipel, justement, c'était en décembre 2017. Et on était en train de discuter les projets qu'on allait faire tout à fait normal. Évidemment, ça a devenu... cette situation tout à fait normale est devenue une scène par la suite, comme c'est la première fois, comme c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Et il y avait quelques éléments que je voulais relever. D'abord qu'on se retrouvait dans un bistrot à Châtelet, ce qui était tout à fait typique avec Étienne, parce qu'il faisait souvent ça. Il choisissait un bistrot, un café quelque part à Paris, et il enchaînait des réunions avec ses doctorants et ses étudiants. Et je pense que d'une certaine, je ne sais pas si on peut dire que ça faisait aussi partie d'une pratique, mais au moins ça faisait quand même changer le cadre sensible où prenait place les discussions, et ça donnait aussi cette dimension amicale aux discussions et au débat. Et deuxième élément, c'est que on était justement en train de discuter l'organisation du deuxième TAMA, que Étienne il voulait vraiment organiser autour de l'hospitalité. Et entre nous, on n'était pas... la plupart d'entre nous n'avaient pas vraiment travaillé tellement sur l'hospitalité. Et donc on était quand même un peu passif dans les mails qu'on avait envoyés en toute vitesse pour organiser le projet. Et Étienne, finalement, avait écrit, je sais pas, dans un soir, un projet qui était vraiment excellent, comme il savait faire très bien. Et je dis ça parce que c'est aussi quelque chose de lui qui mérite d'être dit, je pense. C'est qu'à la fois, il avait, ce qui a été dit, il avait cette égalité dans la discussion, dans la relation à l'autre, mais il avait aussi vraiment une exigence de travail après. Il travaillait en fait sur tous les niveaux, sur tous les niveaux, je veux dire, administrativement. Il tenait vraiment les choses, et même s'il était énormément débordé,
on savait qu'il allait apparaître au dernier moment pour sauver la situation. On pouvait être totalement sûr de ça. Même s'il ne répondait pas pendant des mois, on savait qu'il allait apparaître. Et une troisième chose que je voulais aussi dire, c'est qu'on avait ces discussions autour du travail gratuit, à l'université, mais ça témoignait aussi d'un désir on suivait ce désir avec lui, et je pense qu'on était vraiment en train essayer de le réaliser au moment où ça a pris fin avec Étienne, et c'était de trouver des activités aussi hors de l'université, d'une certaine manière de porter nos activités, nos discussions, et ce qu'on est en train de travailler autour de l'utopie aussi en dehors de l'université. Et quatrième chose qui est la dernière, qui mérite d'être dit aussi, je pense, c'est que, et c'est vraiment mon dernier souvenir d'Étienne, c'est qu'en regardant la carte de dessert, tout d'un coup, il fait une déclaration qui est d'ailleurs assez rigolo parce qu'il n'y a vraiment aucun prétexte ou aucun contexte qui expliquait pourquoi il faisait cette déclaration-là. Il a déclaré qu'il déteste le riz au lait. Et ça a resté après. Et comme je savais que personne d'autre allait probablement l'évoquer pendant le colloque, c'était quand même... il fallait que ça soit dit. Donc, voilà. Et je vais lire une des entrées que Étienne avait fait pour notre abécédaire utopique, qui était donc la lettre U, qu'il choisissait d'écrire U comme universitopie, faisant un jeu de mots avec utopie. Nous connûmes un temps où l'université était une utopie en acte, comme le sont toutes les utopies. Car les utopies qu'on projette à l'horizon sont en acte au présent. L'horizon n'est pas cette ligne fuyante qu'on tente d'atteindre et qui s'échappe à mesure qu'on croit l'approcher. C'est la force en nous qui nous fait faire ce premier pas et le suivant qui conduise là-bas vers l'ailleurs. Cette force qui fait effraction dans le présent et révèle des devenirs possibles. À cette époque presque oubliée, l'universitas était à la fois une communauté et une assemblée. L'assemblée fabriquée du commun par la parole échangée. Le savoir réunissait sans unifier. La science faisait autorité loin des pouvoirs et des intérêts économiques. C'était l'école du monde où s'expérimentait l'égalité des esprits. Aujourd'hui, après une certaine réforme supposée l'adapter au monde globalisé, l'université n'est plus qu'une entreprise. Une entreprise qui n'est pas cotée en bourse et qui est en faillite ou menace de l'être bientôt. Il nous faut donc inverser les choses et inventer à présent le temps où l'utopie sera une université. L'utopie pourrait-elle devenir université ? On y apprendrait à résister aux entreprises en y cultivant les initiatives et l'égalité des intelligences, au lieu d'une pépinière de start-up, une germination de radicelles. Là, je vais reprendre la lecture des anecdotes. Et c'est mon cas, en fait. Quand je suis arrivé et quand j'ai connu Étienne. Moi, étranger nouvellement arrivé. Lui, maître des lieux, reconnu. Je ne l'ai pas encore vu. Il est à l'étranger. C'est la première fois que je dois communiquer par rapport à mon travail. Je lui envoie un projet de recherche confus dans un français approximatif. Étonné, je reçois sa réponse. Il est d'accord pour prendre la direction de mon mémoire. Plus surprenant, il avait compris ce que je n'avais pas bien peut-être exprimé. J'avais googlé son nom avant. Sur les photos, il est d'un sérieux professoral. Par ces mots, mon impression à son égard se transforme. Il me devient familier. Je me sens à l'aise. Il m'a ouvert la porte. Sa réponse a été un appel à la radicalité. Il avait inséré entre les lignes de mon texte en rouge et en très 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 grand.
Que représentait la radicalité pour lui? La radicalité signifie étymologiquement ce qui a trait à la racine. Un appel à la radicalité peut être interprété comme un appel à la liberté qui s'exerce avec force dans le champ de la recherche. Sa confiance en la liberté des étudiants-chercheurs trouvait sa racine dans sa liberté et sa radicalité en tant que chercheur et pédagogue. J'ai entendu plusieurs fois cette phrase dans son bureau. Mais Mohamed, c'est ta thèse, personne ne peut en désigner la direction. C'est toi qui décides. Et je répondais, oui, mais toi, tu es le directeur. Et il me répondait, non, on va mener ton projet de thèse à bien ensemble. Enfin, moi, moins, surtout toi. C'est cette liberté qui fait de la relation avec lui une ouverture, dans laquelle un étranger se sent chez lui. Cette ouverture est un acte d'hospitalité. C'est un concept qui lui est cher également. Lors d'une discussion sur ma thèse, quelques années plus tard, parce que j'ai continué la thèse avec lui, il me manifeste son intérêt profond par rapport à l'hospitalité. J'avais en fait déjà découvert cela à travers son comportement, son attitude et ses actes pendant toutes les années de la recherche. Par ses sauts quasi chorégraphiques pendant les cours, par sa passion pour la recherche vécue avec joie et espérance, par sa pensée si délicate et subtile, Étienne Tassin pointe du doigt un lieu de beauté propice à la vérité, lieu de liberté et de démocratie accrue. Moi, je vais vous présenter une autre scène à laquelle j'ai aussi assisté. Et c'est une scène qui s'est déroulée à Florence pendant un colloque que Étienne avait organisé avec Federico. Et cette photo a donc été prise à la Villa Finali en 2017. Pour le contexte, le colloque touchait à sa fin et donc on avait décidé d'aller terminer dans l'herbe puisqu'il faisait beau. Et donc on est tous assis en cercle et, dans l'herbe et on voit Étienne en pleine démonstration avec ce langage corporel si caractéristique et son pull vert bien sûr. Et je me souviens pas exactement de ce qu'il était en train de dire, mais comme le sujet du colloque était le conflit, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il était question du nœud arento-tassinien de la pluralité et du conflit. Voilà, il devait s'évertuer à faire une démonstration à ce sujet. Et d'ailleurs, son intervention de la veille s'intitulait « La politique qui qualifie le conflit » ou « Le conflit qui qualifie la politique ». Parce que Étienne était un chercheur de vérité, comme il le disait dans un de ses mails, et la vérité des choses politiques n'est pas celle d'un long fleuve tranquille. Elle se manifeste par les tumultes, et c'est un trait saillant de sa philosophie, de la philosophie d'Étienne, qui est aussi ce qu'on pourrait appeler un confliciste. Et on retrouve ce goût pour le conflit dans la Xénopolis. Je voudrais juste souligner comment ce mot lancé par Étienne, peut nous placer dans le paysage de sa philosophie de l'action, ou comme on veut la qualifier. En tout cas, d'une philosophie qui se donne le monde comme horizon, puisque c'est ça l'objet de la cosmopolitique. Par Xénopolis, comme l'a dit Juan Pablo, il désigne par là une ville peuplée d'étrangers, et dont le point commun est d'être étrangers les uns aux autres, mais aussi d'être étrangers à soi. Donc, ville de la commune étrangeté. Au fond, donc, la Xénopolis repose sur la pluralité. Pluralité et pas multiplicité, qui serait la multiplication d'un être identique. La pluralité, ça tient à la coexistence d'êtres non choisis et singuliers. Singularisation, comme il disait dans la vidéo qu'on a vue hier. Il n'y a donc aucune raison pour que les xénopolites, comme on les appelle, tombent d'accord entre eux comme par magie. C'est même tout le contraire. Il y aurait sûrement des hésitations, des frictions et puis des mésententes. Parce que, pour reprendre l'expression de Merleau-Ponty auquel Étienne tenait beaucoup, et dont il disait, je me souviens, que sa pensée nous échappe comme de l'eau quand on essaie de la saisir par le bon bout, il y a comme un maléfice de la vie à plusieurs. Le comme est important, comme l'a dit hier Martine, parce qu'il montre bien que ce n'est pas une fatalité ou un appel à se résigner. C'est même plutôt une chance, une source de liberté qui serait précieuse. En gros, le conflit, c'est pas de la mauvaise herbe, et on peut y faire pousser de la liberté. Et si on s'aventure à imaginer un peu plus loin, un peu plus librement, cette ville anarchitecturale où on porte le n'importe kilt, il ne fait aucun doute qu'il y a de l'action à l'intérieur. Et s'il y a de l'action, c'est donc qu'il y a du conflit. Puisque agir avec d'autres, c'est aussi agir contre, se diviser, et donc se lier dans la division. Je crois que ce lien de la division est tout à fait central chez
chez Étienne. Et ça permet d'apercevoir la dimension politique de la Xénopolis comme une utopie vivante. Étienne nous montre donc que pluralité et conflit forment un nœud, et que ce nœud, c'est le vortex de l'action et de la politique. Il ne s'agit pas d'imaginer un monde lisse et harmonieux qui serait sans conflit ni frontières, c'est aussi ce qu'il disait dans l'entretien, plein de frontières, plein de conflits, ce qui peut paraître bizarre. Et car Xénopolis n'éradique pas non plus les frontières. Ses habitants traversent ces lignes imaginaires parce qu'ils viennent de partout, un peu comme les étudiants d'Étienne, de l'archipel et d'ailleurs, quand on se retrouvait à Paris 7, comme tu le dis Anders, ou au café, ou à la pizzeria à côté, et qu'on se retrouvait toujours dans une atmosphère de tutoiement. Pour moi, c'était tout à fait nouveau de tutoyer son prof, et de rire, de vin rouge aussi le midi pendant les colloques. Moi, il avait arrêté de me demander si j'en voulais, il connaissait la réponse. Et juste un dernier mot sur ce climat amical. Je me souviens de mon arrivée à Paris 7 et puis de la rencontre avec Étienne et aussi avec les camarades de l'archipel. C'était déjà mon deuxième master. Et pourtant, c'était comme si je découvrais ce qu'était l'université pour la première fois. Voilà. Merci. Je vais éviter de faire une intro, mais juste vous dire qu'on va faire un petit écart. Année stellaire 2011. Météo clémente de fin d'été, luminosité et température extérieure optimale pour une déambulation dans les rues parisiennes. Quel est le but de la vie? Les lendemains chanteront-ils? Que vais-je manger à midi? Telles sont les questions existentielles que se pose notre personnage quand se met à sonner son dispositif de communication à longue portée satellitaire. Oui, bonjour, Étienne Tassin du district 7 de Paris Fac. Vous m'avez envoyé un email pour entrer dans notre master en philopo. Oui, notre personnage, en perdition complète après un diplôme en lettres modernes, s'était en effet trouvé fort dépourvu quand la rentrée universitaire 2011 fut venue. Dans son ancien laboratoire, on lui avait dit « Faire une thèse, mais pourquoi, ça sert à rien ?» À ces tristes mots, notre personnage se remémora Cyrano. On ne se bat pas dans l'espoir du succès, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Donc oui, thèse inutile ce sera, et le sabre laser à la main. Mais où, avec qui et comment ? Prenant sa détermination à deux mains, notre personnage chercha dans les méandres des laboratoires de Paris Fac un avenir qui l'attendrait et finalement aperçut cette petite lumière bien vive là-bas dans le noir, le CSPRP. Notre personnage écrivit donc à Martine Lebovici un email plein de principes espérance. On était déjà en septembre. Bonjour, je me permets de vous écrire, etc., etc., etc. Ça a l'air très intéressant et accueillant par chez vous, et je ne doute pas que le CSPRP pourrait offrir à mes monstres, mutants, extraterrestres, aliens, robots, cyborgs, et à tout mon fatras technologique de jetpack et de capsules spatiales, un espace galactique d'apparition où ils pourraient s'épanouir et trouver un peu de sens politique. Ils et elles ont besoin d'horizons, d'ouverture, de perspectives pour faire advenir leur désir d'autre monde. Le CSPRP a pour elles et pour eux tout d'une utopie. En vous remerciant, salutations martiennes. Voyant débarquer toute cette foule bigarrée, Martine renvoya le mail à Étienne, qui, loin de s'effrayer, saisit donc son dispositif de communication à longue portée satellitaire. Oui, bonjour, Étienne Tassin. Mais savez-vous que la politique est le règne des déviations et de l'obliquité ? Oui, parce que là, on est en septembre et les inscriptions sont closes. À ce stade, il va falloir ouvrir des brèches dans le tissu spatio-temporel administratif de l'institution. Volez donc avec votre jetpack et votre petite bande jusqu'à mon bureau, je vais vous écrire une lettre de dérogation. Heureux hasard de la rencontre, donc. Mais en même temps, peut-on espérer mieux qu'un cosmique polite comme Étienne pour entamer une conversation utopique en langage alien? Et on peut ajouter, qui mieux qu'une personne qui signe ses emails ET, IT, pour faire ça? Et l'année universitaire 2011 put ainsi commencer sur les chapeaux de roue. Telle fut la première leçon que retint notre personnage. Hospitalité, monde commun, écart et voie oblique, trou dans l'espace-temps. Car, et là c'est la narratrice qui cite Étienne Tassin, car la politique est cosmopolitique au sens où elle fait de la possibilité du monde comme monde humain et monde commun l'horizon de toute action. Elle l'est au sens où dans chacun de ses actes, en chacune de ses dispositions institutionnelles, elle vise la possibilité d'un monde. Mais elle l'est aussi en ceci qu'on peut établir qu'un monde humain, et la narratrice rajoute « et non humain », n'est possible que
moyennant la liberté et l'égalité des acteurs et des spectateurs qui le composent. Tels furent donc les premiers actes d'Étienne Tassin envers notre personnage. Non seulement offrir gîte et couvert à des créatures jusque-là jugées peu sérieuses et peu recommandables, mais aussi mettre en application une certaine philosophie politique et une relation singulière qui lie directeur et étudiant, et qu'on pourrait qualifier avec lui de réalisme utopique. Et la narratrice cite à nouveau Étienne Tassin, réalisme utopique qui est cette manière de demander l'impossible, de désirer l'excédent de tout réel et de se tenir à ce désir irréalisable qui fait coïncider le nowhere et le now here, qui enchante le monde réel par le désir lui-même. Il est la conscience lucide et critique du rêve de toute conscience. Ainsi, septembre 2011 fut non seulement la renaissance académique de notre personnage, qui découvrit le monde merveilleux, mais non moins conflictuel, de la Philopo et du CSPRP, mais surtout le début d'une aventure utopique qui conduisit du master au contrat doctoral, du contrat doctoral à l'archipel des devenirs, le tout toujours en compagnie de ces êtres dérisoires, voire vains et inutiles, que sont les créatures peuplant la science-fiction. Et fidèles à la personne d'Étienne, les archipélagiens et archipélagiennes que nous sommes ne peuvent que continuer de mettre en œuvre, et je le cite à nouveau, cette pragmatique de l'être au monde sous la forme assumée d'un dépaysement de soi et d'un brouillage des frontières. Parce que la science-fiction fait-elle seulement autre chose, si ce n'est rendre visible ce souci pour le monde, amor mundi, amour passant ici par une cosmo-galactico-politique, et par ces procédés magiques que sont la perspective et la possibilité de se désidentifier, de s'étrangéiser, de prendre de la hauteur. Et finalement, non de regarder, de juger la fiction depuis l'insinomé réel, mais peut-être encore plus de regarder ce réel depuis la fiction. Donc voilà un peu de la puissance utopique, ce carburant qu'il nous faut mettre dans le moteur de nos jetpacks respectifs. Et avec Étienne, allumons-les et prenons un peu de hauteur, encore. Merci. On nous a dit qu'il restait 5 minutes, qu'on était censé partir dans 5 minutes. En réalité, il devait y avoir une autre table ronde, mais qui est plus ou moins annulée du fait d'un certain nombre d'absences, et notamment de Camille Louis. Mais on a quand même avec nous Myriam Bovy, qui a fait partie de cette aventure avec Camille et Étienne à Calais. Je voulais dire 2 mots pour introduire Myriam. Donc, on va terminer cette journée en évoquant les préoccupations récentes d'Étienne qu'on a déjà évoquées et sa mise en expérience de l'action politique même à travers ce qui a été évoqué ce matin, notamment une philosophie de terrain, sous la forme plutôt, on en discutait, on en débattait, d'une quête, d'une rencontre entre des expériences vécues. Un moment que certains peut-être pourraient appeler le second Étienne, même si en réalité ses relations, ses circulations, son goût pour l'exploration du monde avait déjà commencé bien avant et depuis toujours en fait. Donc après la posture théorique de l'agir politique dont il a été question depuis le début de ces journées, comment s'est traduit spontanément cette compréhension d'un monde, certes nécessairement divisé, comme il l'appelait, mais divisé dans la violence absolue qu'est la situation des migrations actuelles, spécifiquement des Suds vers les Nords. Une situation actuelle terrible qui nous force à introduire une lecture coloniale et postcoloniale pour laquelle Étienne était fortement à l'écoute, c'est vrai, et qui était très certainement en germe dans ses écrits à venir. Une approche qui s'imposait en fait aussi à lui en accueillant des doctorats sur la Révolution haïtienne et donc sur l'histoire coloniale de la France, sur les catastrophes écologiques aux Antilles françaises et donc sur la citoyenneté à 2 vitesses indéniables dans les Outre-mer, ou encore sur le silence et l'embarras de la question raciale en France. Voilà, je cite personne, mais chacun se reconnaîtra. Et je pense que du coup, c'était quelque chose qui préoccupait malgré tout Étienne, même si c'est pas tant présent que ça dans ses écrits. On l'a déjà évoqué aujourd'hui et hier. Donc, sur cette question migratoire
et sur cette condition, ce qu'il appelait la condition migrante. On va écouter le témoignage de Myriam Bovy. Myriam Bovy a fait son master avec Étienne, elle est chercheuse en sociologie et en philosophie politique. Elle me disait que c'était lui qui lui avait donné le sens de la pluralité arendtienne qu'elle a décidé d'articuler et d'approfondir en faisant de l'hospitalité le critère de la démocratie. Je tiens à dire aussi une dernière chose sur Myriam, c'est qu'elle avait organisé nos déjeuners lors du premier colloque Tama en 2017 avec le collectif qui s'intitulait la Belgium Kitchen, un collectif de bénévoles qui cuisinait pour les exilés dans la jungle de Calais et qu'elle avait fait venir jusqu'à Paris et ça avait beaucoup réjoui Étienne de les accueillir au sein de notre premier colloque Tama. Voilà, je te laisse la parole. Notamment, je les ai fait venir après le démantèlement du camp. Je tenais à les spécifier parce que sinon, ok. J'ai connu Étienne dans le cadre de mon Master 2. J'étais venue en Erasmus ici et il m'a tout de suite fascinée avec ces séances un peu théâtrales et avec sa passion par la philosophie. Avant, je n'y comprenais rien du tout et grâce à lui, j'ai eu cette passion moi aussi. Du coup, j'ai décidé de m'inscrire au Master 2, un autre Master 2 en philo et en sociologie. Et on a sympathisé depuis le début parce que j'arrivais tout le temps en retard. Et du coup, jusqu'au moment où il m'a dit devant tout le monde « Oui, ça va, mais quand même ici, c'est leur française, c'est pas leur italienne. » Du coup, depuis là, on a commencé à faire tout un travail autour de la pluralité. Et oui, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et la pluralité, c'est quoi en fait? C'est les principes de l'agir politique. Et la démocratie, elle doit prendre en compte cette pluralité. Et du coup, la citoyenneté, ça doit être un processus de création continue qui évolue et change avec sa pluralité. Et on a constaté tout de suite que, notamment en Europe, c'est pas du tout comme ça. Et quand je dis ça, je pense au délit de solidarité, à la culpabilité préventive, mais surtout à la construction de l'identité nationale, que ce n'est qu'une artificialité. Et du coup, de la philosophie et de la pluralité arendtienne, petit à petit, on est passé dans le cadre d'un séminaire, on est passé à la volonté de vouloir aller sur le terrain et vouloir faire expérience de cette chute démocratique de l'Europe qui s'est trouvée à cette époque-là dans les camps de réfugiés de Calais. Du coup, on a pris nos sacs à dos, on a organisé les voyages en petits groupes et on est allé voir avec nos yeux et expérimenter avec notre peau ce qui s'est passé là-bas. Et on a trouvé un vrai propre paradoxe dans le sens que, en fait, dans la boue, sous la pluie, au froid et dans l'émargination et dans l'isolement et dans l'oubli de ces 10 000 personnes, on a trouvé la pluralité et la démocratie qu'on cherchait à Paris, à Rome, à Bruxelles ou ailleurs. Et du coup, on a voulu continuer ce travail et on a continué à aller à Calais même après le démantèlement du camp et pour voir ce qui s'est passé parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une réalité qui ne termine pas avec le démantèlement. Et en fait, on a retrouvé des petits gestes d'hospitalité cachés et divisés l'un de l'autre, bien séparés. Parce que, en fait, je suis très d'accord avec la théorie de Michel Ager, selon laquelle les camps de Calais a été détruits parce qu'en fait, c'était un exemple de démocratie qui montait en puissance. Et il avait eu beaucoup d'attention, surtout à l'époque de démantèlement de la zone sud et après de tout le camp. Du coup, ils ont bien pensé de tout détruire pour faire en sorte que, en fait, on n'avait pas vraiment en termes de comparaison politique à comparer à ce qui nous font croire les institutions aujourd'hui. Et
Et là, on a commencé les projets avec Camille Louis aussi, de la Fabrique du commun. Et le but, c'était celui de construire une histoire commune qui allait rapprocher à la fois tout ce qui s'était passé dans les camps de Calais, tout ce qui se passe après les camps de Calais, ça veut dire le migrant qui se cache, obligé à se cacher dans les bois parce que, à cause de la chasse à l'homme. Et en même temps, dans tous ces petits foyers d'hospitalité qu'on a trouvés chez des voisins bienveillants et chez des personnes très singulières, comme la petite dame qui offre sa cave pour faire charger les téléphones à tous les migrants ou qui met à disposition des vêtements et tout. Jusqu'à la maison de Laurent qui est ouverte à tout le monde et où tous les migrants qui passent peuvent se doucher, peuvent manger et discuter, s'amuser, etc. Du coup, j'ai eu la chance de vivre tout ça à côté de lui, de Camille Louis et d'autres étudiants qui devaient être ici mais qui ne sont pas là. Et je porterai toujours dans le cœur tout ce qui m'a donné cette expérience aussi, parce qu'en fait, chaque fois, Étienne avait cette capacité de me proposer. Moi, je suis très radicale dans mes pensées, du coup, lui, il avait cette capacité de me présenter l'argumentation opposée à la mienne et de me laisser réfléchir sur ça et de la prendre en considération petit à petit. Du coup, autour du vin, du fromage et d'un bon repas, on avait toujours l'occasion d'échanger et ça donnait toujours un savoir en plus ou des questions en plus sur lesquelles je pouvais travailler après. Et je le remercie du fond de mon cœur même parce que la première fois que je me suis assise de ce côté, c'était grâce à lui en occasion du Tama et il était juste là et je ne pourrai jamais l'oublier. Voilà, merci. Claudia et Martine, est-ce que nous devons quitter la salle immédiatement ou est-ce que... Comment ? Je sais pas. Mais je sais pas si quelqu'un... S'il y en a, du coup... Ok. Non, simplement pour vous dire que j'ai trouvé formidable votre préparation parce que vous avez, je pense ce qui était très bien, c'est comment vous avez préparé, que chacun allait dire ceci, etc. Et bravo, quoi. Enfin, non, mais c'est vrai, après tout, moi, voilà, je voulais dire ça pour amorcer les questions. C'est pas une question, hein, mais c'est simplement pour le dire. On peut avoir que ça aussi. Allez-y. On pourrait vous demander quel point d'appui est-ce que vous pouvez trouver ? Tu peux préciser, Nima ? Oui, sur quel point d'appui est-ce que vous pouvez compter maintenant ? Comment vous voyez le devenir du devenir ? On a
Pauline avait écrit « Conclusion, tradition, héritage et transmission ». Mais c'était nos 3 mots. Et en fait, on n'a pas préparé de conclusion, on voulait faire ça. Et a priori, on va se réunir demain pour savoir quelles sont les prochaines aventures de l'archipel, ce qu'on aurait dû faire avant le colloque, mais on ne l'a pas fait. Mais c'est une question très compliquée parce qu'en fait, on a fondé une association. Donc on voulait aller tenter notre chance dans le dehors sauvage. Mais en fait, pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose et on ne sait pas comment s'y prendre vraiment, je pense. Mais c'est quelque chose qui nous habite vraiment depuis 1 an et demi parce que on est tous dans des situations assez, très diverses déjà, mais majoritairement compliquées. Et c'est toujours un plaisir de venir ici et d'organiser des choses ici. Et voilà, c'est vraiment un plaisir. Et pour moi, le labo, c'est vraiment cette lumière que j'ai aperçue en 2011 et je suis ravie de venir encore hanter Paris 7. Mais il y a la question de notre avenir qui est très floue. Non, mais il y a une autre interprétation de ces questions. Dans mon cas, parce que ça m'étienne à partir de ma première année de doctorat. Donc, et l'appui pour moi a été vraiment l'archipel et Martine aussi, et les profs de l'LCSP. Donc c'est les groupes de travail qu'Étienne a créés, qui sont un peu l'appui et l'incentive pour faire des choses. Dans ce même sens, on a essayé de continuer avec les séminaires qu'a fait Étienne. Et les séminaires de cosmopolitisme, on a fait une version de l'archipel, des séminaires de cosmopolitisme, pour un peu soutenir ces tâches de ces présences dans l'LCSP et dans l'université. On a fait une autre version de les mêmes séminaires sur l'utopie, pour un peu préserver les sujets de l'utopie dans les masters. Mais c'est ça, c'est un peu... Étienne est présent dans les groupes, dans l'agent, dans toutes les choses qu'il a créées. Je dirais que c'est une question qui nous traverse, aussi qui m'anime personnellement et qui est très délicate. Parce que finalement... Ce que je dirais, c'est que, et c'est ce que j'ai trouvé, je partage tout ce qui a été dit, en fait, à la fois au laboratoire CRPLC et LCSP, mais aussi au Sénat Archipel, c'est-à-dire que on a eu et on a là, en fait, des expériences qui sont extrêmement rares, en fait. Que j'ai jamais vu ça, en fait, jamais vu ça. Mais à plein de niveaux, en fait. À mon entrée au laboratoire, alors je me souviens, je vais raconter un peu demain, mais... la rencontre avec cette diversité cosmopolite, avec les amis haïtiens, c'est absolument génial. Ce qui m'a marqué ces derniers temps, ce sont les expériences d'écriture collective au sein de l'archipel, mais j'ai trouvé ça génial, quoi. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et je crois que ces expériences qu'Étienne a réussi à nous faire partager, c'est quelque chose d'absolument de très précieux et d'extraordinaire. Donc je ne sais pas encore sous quelle forme on pourra et comment on va faire, quels sont les détails, on va dire, les points d'appui. Enfin, on va les trouver, mais je sens en fait, en tout cas, cette envie de continuer à pouvoir donner lieu à ces expériences qui donnent de l'air, en fait, qui sont... et qui portent quelque chose. Alors des fois on voit pas le résultat tout de suite en termes de transformation, etc., mais qui sont en elles-mêmes déjà quelque chose de fabuleux, en fait. Et voilà, j'espère qu'on trouvera des points d'appui. Moi je vois bien sûr comme on peut, voilà, mais en tout cas j'ai envie de continuer, quoi. Puis comme l'a rappelé Anders tout à l'heure, c'est vrai qu'Étienne nous écrivait des textes une soirée pour le lendemain, et nous on était là, oui, c'est pas mal, on va discuter un peu ça, mais ok, très bien, merci, et que du coup, là, on est toute une troupe, déjà, se réunir, et 2, on n'a plus Étienne pour nous écrire des textes qu'il nous file après. Du coup, maintenant, on est obligé de tout faire. Non, c'est pas ça que je dis, mais c'est que c'est plus compliqué à écrire à plusieurs, voilà. Oui, pardon. Ouais.